bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ces 52 minutes en direct. Alors ce matin, notre invité d'honneur, c'est un jeune homme, Loïc Paillard, le jeune réalisateur d'un premier long métrage tourné pour partie en Bretagne. Les étoiles restantes, c'est son nom. C'est un film qui, avant même sa sortie en salle le 7 mars prochain, a déjà reçu 3 prix. Serez-vous conquis comme nous l'avons été? Eh bien, on l'espère. Réponse tout à l'heure. Loïc Paillard sera également accompagné de 2 de ses acteurs principaux, Benoît Chauvin et Camille Clarisse. Le mardi, nous nous intéressons aussi à votre santé. Vous le savez, le mois de janvier s'achève, mais il est encore temps de prendre de bonnes résolutions. Alors, si vous vous lanciez dans une activité physique, pas forcément du sport, je veux penser par exemple à la marche, 30 minutes par jour peuvent suffire. Les bienfaits sont énormes, c'est ce que nous expliquera le professeur François Carré, médecin du sport au CHU de Rennes. Coup de projecteur également en cette matinée sur la nouvelle édition de Musicolino, le 2 et 3 février à la salle du Ponant à Passé près de Rennes. Le Musicolino, c'est du spectacle et de la solidarité. Son organisateur Marc Nourri est avec nous ce matin. Ensuite, vous prendrez bien un petit verre d'eau. Derrière ce geste du quotidien, ouvrir son robinet se cache tellement d'enjeux méconnus. Comment la ressource en eau va-t-elle évoluer dans notre région? Quels sont les effets du changement climatique? Eh bien, ce sont des réponses que nous apportera Gérard Gruot, le président du Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. Enfin, comme chaque mardi, nous donnerons un coup de pouce à un projet 100% breton en recherche de financement participatif. Ce matin, nous recevons Camille Guillot. Il a pour ambition d'ouvrir, tenez-vous bien, le premier élevage de brebis de la RIA d'Etel. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à vous, bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Loïc Paillard. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous êtes le réalisateur d'un premier long métrage qui s'appelle Les étoiles restantes, dont la sortie en salle est prévue le 7 mars prochain. Un film qui a été pour partie tourné en Bretagne, on y reviendra tout à l'heure. Un très beau film qui nous a énormément plu. On avait envie d'en savoir plus sur vous, vous êtes jeune, vous avez beaucoup de talent. Alors je vous propose de tirer un premier petit papier, on va voir un petit peu d'où vous venez, d'où ça vient tout ça. Qu'est-ce qui va sortir? Musique. Ouais. Alors la musique, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est par là que j'ai commencé. Je commençais par le rap, il y a longtemps. Et après, je suis passé au rock. Et j'avais monté un studio d'enregistrement à Lyon. Et en fait, être enfermé dans une cave toute la journée, c'était un peu pesant. Donc, et puis, j'avais pas assez de talent. On peut se le dire, j'avais pas assez de talent pour faire une carrière dans la musique. Donc, j'ai arrêté. Et puis, je suis arrivé dans le cinéma, quoi, après. Voilà. Allez, un deuxième petit papier, puis on va voir justement dans l'image par quoi vous avez commencé, parce qu'il faut toujours bien commencer. Par les mariages, films de mariage. Film de mariage. Ouais, j'ai commencé par là, et puis j'ai trouvé ça intéressant de filmer les gens, et puis surtout de ne pas pouvoir refaire les prises, et ça me plaisait vachement bien. Donc il y avait un peu d'adrénaline comme ça, à chaque mariage, il ne fallait pas se rater. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, filmer des comédiens, c'est un peu pareil que des gens qui vivent des grands moments, on peut leur faire des grands moments, donc c'était dans la continuité, quoi. Et ça m'a permis d'apprendre à shooter vite, voilà. L'adrénaline, quelque chose qui vous tient. Exactement, comme vous, je crois. Et ça ne changera pas. Alors le mardi, nous, dans notre émission, on parle de santé. Alors puisqu'on parlait d'adrénaline, justement, on fait le lien. On ne va pas déroger à la règle. Aujourd'hui, santé et activité physique, c'est le thème du jour. On en parle avec le professeur François Carré qui nous rejoint de ce pas. Professeur Carré du CHU de Rennes. Bonjour professeur Carré. Bonjour. Alors vous dirigez le service de médecine du sport au CHU de Rennes. On va se mettre tout de suite d'accord, vous n'allez pas nous demander de nous inscrire au prochain marathon, quoi qu'on va peut-être le faire, on ne sait jamais, mais bon, ou nous inscrire dans une salle de sport. Pour vous, sport et activité physique, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Ah non, pas du tout. L'activité physique, en fait, c'est tous les mouvements qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Ça peut être de l'activité physique, du ménage, c'est de l'activité physique. Se déplacer pour aller à son bureau plutôt que prendre sa voiture, c'est de l'activité physique. Le sport, c'est quelque chose de bien différent. Et le sport n'est pas indispensable pour la vie, alors que l'activité physique est indispensable pour la vie. Donc en gros, c'est à chacun finalement de trouver l'activité qui lui convient pour se sentir bien finalement. Oui, absolument. Prendre conscience que nous sommes faits pour marcher, nous sommes faits pour être debout et pour marcher. Et dès qu'on a l'occasion de marcher, je pense qu'il faut prendre cette occasion qui se perd de plus en plus. Alors vous dites même, vous poussez très loin les choses, vous dites même qu'un enfant de 4 ans n'a rien à faire dans une poussette ou devant un écran. On sait qu'aujourd'hui les enfants ne bougent pas assez. Pour vous c'est un vrai problème, un véritable enjeu? C'est un vrai problème. Un enfant avant 3 ans ne doit pas être devant un écran, ça tous les pédiatres le montrent, les neuropédiatres aussi. Et un enfant de 4 ans n'a rien à faire dans une poussette. En fait, un enfant c'est un aventurier, chaque chose est quelque chose de nouveau. Donc si on le coince dans sa poussette, il est mal à l'aise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous voyons des diabètes qu'on appelait les diabètes de la maturité quand j'étais jeune, c'est-à-dire les gens qui étaient à 40 ans, maintenant ça touche les adolescents de 14 ans. Des adolescents. C'est-à-dire qu'on a changé, on ne doit plus appeler ça le diabète de la maturité, c'est le diabète de l'adolescence.
Donc ça prouve qu'il y a un véritable problème, absolument. Donc c'est une question d'éducation aussi, alors apprendre à bouger dès le plus jeune âge finalement. Oui, je crois qu'il faut qu'on montre l'exemple. Je suis persuadé que les parents font tout pour que leurs enfants aillent mieux, mais ils ont tort en pensant qu'en les laissant dans la poussette, ils ont tort que de prendre des risques en bougeant, de tomber en faisant du vélo et tout. C'est un risque beaucoup moins important que de rester devant son écran à jouer avec une console toute la journée. Alors est-ce qu'à l'inverse, on peut dire que ne pas pratiquer d'activité physique, est-ce que ça peut être dangereux carrément pour la santé ? Oui, je crois que vous avez raison. Aujourd'hui, on a tendance à dire « je bouge, c'est bien ». Non, voilà. C'est ne pas bouger. Quand je ne bouge pas, quand je ne fais pas d'activité physique, je prends un risque pour ma santé. Pendant longtemps, on a pensé qu'on brûlait des calories. Ben maintenant, on sait beaucoup plus qu'on libère des bonnes substances quand on bouge. L'adrénaline, la fameuse adrénaline. Vous êtes sportif, vous, Loïc Paillard ? Oui, très, très sportif. De toute façon, vous vous arrêtez jamais. Voilà. Lui, il n'y a aucun risque qu'il ne bouge pas. Alors, je vous propose justement de regarder un petit peu un reportage. On va voir quels sont les bénéfices pour la santé d'une activité physique. On peut quasiment en prescrire sur ordonnance. Et oui, la mesure s'applique depuis 1 an un petit peu partout en France. Illustration tout de suite chez nos voisins normands avec ce reportage réalisé à Caen par Guillaume Le Gouic et Patrick Mertz. Arrondir son dos tout en soufflant, on aspire son nombril, on souffle. Ce matin, c'est séance gymnastique pour Florence. Une séance prescrite par son médecin traitant. Comme d'autres villes françaises, Caen s'est lancé dans un programme de sport sur ordonnance. Expérimenté en mai dernier pour quelques séances, il est désormais élargi à 300 malades de l'agglomération caennaise. Très bien. J'étais vraiment la première à commencer, vraiment avec plein de bonne volonté, et j'ai toujours assisté à toutes les séances. Toujours les pieds dans l'axe des genoux. J'avais besoin de faire du sport, j'en ai fait quand même cet été, ça m'a poussé à en faire, le fait de commencer ici. Ça m'a boosté pour en faire toute seule, d'aller à la piscine par exemple. Donc c'est un booster en fait, voilà. Le parcours de santé comprend 30 séances pour chaque personne, gratuites pour le patient. Elles sont encadrées par un éducateur sportif. L'objectif, c'est de les amener à la pratique autonome, faire du sport sans les éducateurs, seuls, pour faire du bien à leur santé. Pour l'instant, quelques pathologies ciblées sont intégrées au programme. Seuls les malades souffrant de dépression, de troubles musculo-squelettiques, d'obésité infantile ou encore de diabète peuvent en bénéficier. Le diabète est amélioré par la pratique d'activité physique, la surveillance est plus facile, lutte contre l'obésité ça s'entend facilement, de bouger modifie les amplitudes articulaires et fait en sorte qu'on vive mieux des lésions osseuses ou articulaires. Donc il y a des changements qui sont notables mais dans tous les axes de la vie quotidienne. Le shoot et les passes, ok ? Alors on le voit, on peut prescrire du sport sur ordonnance, ça c'est assez nouveau. Oui, parce que depuis 2011, l'activité physique est reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse. Ça a été validé par la Haute Autorité de Santé et maintenant, dans la loi de 2017, donc, il est dit que le médecin traitant peut prescrire une activité physique en complément d'autres traitements s'il y a bien sûr nécessaire. Et comme on l'a vu là, eh bien on voit, vous voyez, on parle de dépression, on parle de troubles musculo-squelettiques, donc c'est très loin de simplement le surpoids en fait. On sait très bien que c'est quelque chose qui est bénéfique et nécessaire à notre vie en réalité. Pour vous, c'est enfin une reconnaissance de l'activité physique comme déterminant de santé en soi finalement ? C'est un geste très important, c'est un geste très important des pouvoirs publics d'avoir proposé cette reconnaissance effectivement. Et comme c'est bien précisé, le but c'est de remettre les personnes à l'étrier. Comme une fois qu'ils auront recommencé, ils se prendront en charge eux-mêmes. À qui s'adressent en particulier ces prescriptions médicales ? Est-ce qu'il y a vraiment des... Alors actuellement, je dirais que ça pourrait s'adresser à tout le monde. Dans la prescription, ce sont les affections de longue durée qui bénéficient d'un remboursement à 100%. Ça fait 30 pathologies, ce qui fait à peu près 8 à 9 millions de Français quand même. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Mais comme on l'a dit, les personnes âgées en bénéficient, les enfants, tout le monde. Mais pour les patients, ce sont ces pathologies qui sont concernées. Et si on se place en amont, plus dans la prévention, ça diminue le risque, par exemple, de cancer, de pratiquer une activité physique ? Oui, il y a une diminution du risque de cancer. Alors, ça a été montré pour la plupart des cancers dits durs, c'est-à-dire les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers du tube digestif. C'est un peu moins net pour certaines maladies hématologiques, on attend encore des études, mais ça diminue de 25 à 30% le risque de développer un cancer.
Merci beaucoup, Je professeur vous en prie. Carré, d'être venu nous mettre en forme ce matin. On n'en avait pas besoin parce que Loïc Paillard est déjà là et très en forme, donc tout va bien. Alors, vous parliez à l'instant de cancer du sein. Eh bien, on évoquera tout à l'heure justement une association qui s'appelle les Roses Esquelles et ces femmes qui ont un cancer du sein et qui rament. Mais d'abord, on va justement accueillir le responsable de Musicolino, qui lui aussi est quelqu'un de solidaire et qui travaille avec cette association, justement les Roses Esquelles. On le reçoit tout de suite, Marc Nourri. Bonjour Marc. Alors, on aime bien dans cette émission soutenir des initiatives solidaires. En voici la preuve ce matin avec le Musicolino. Alors, qu'est-ce que c'est le Musicolino? Expliquez-nous. Le Musicolino, c'est un spectacle varié qui fait place au spectacle vivant, avec de la chanson, avec du mime, avec de la magie, avec d'imitation, de l'humour. C'est un spectacle que nous faisons tous les ans avec l'association Club Hervé Spectacle, qui est également présente également à Marseille, à Paris et à Lyon. Et l'origine est de Lyon. Voilà. Voilà, vous avez trouvé un petit point commun avec votre voisin. Alors, le rendez-vous est fixé les 2 et 3 février à la salle du Ponant à Passé près de Rennes. Ça a une particularité quand même, ce spectacle, c'est que les bénéfices vont à des associations. Tout à fait. Comme notre spectacle normalement est de qualité, tous les ans on varie le spectacle, on a un certain succès et donc on s'est dit on va faire partager le succès à des associations qu'on veut mettre en valeur. Donc en général on suit une association pendant 3 ans et on lui verse une grosse part des bénéfices des spectacles. Alors là, ça n'est pas n'importe quelle association. Enfin, il y en a 2. Cette année, oui, on a le comité d'organisation a décidé de mettre en valeur 2 associations. Les Blues Roses, d'une part, qui donc visitent les enfants qui sont hospitalisés ainsi que les personnes âgées. Et également Cap Ouest Roses Esquelles, qui se préoccupe effectivement des personnes qui ont été atteintes d'un cancer et qui se réadaptent et trouvent d'autres projets à travers l'activité physique. Et notamment la pratique de la pagaie, etc. Du Dragon Boat. Alors justement, le mot. Dragon Boat. Eh bien, plutôt que d'en parler, je vous propose de regarder ce reportage sur cette association, les Roses Esquelles, et ces femmes qui se battent en ramant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elles le savent sans doute mieux que quiconque. Un jour, un médecin leur a annoncé le terrible diagnostic, cancer du sein. Toutes ont eu, ou ont encore, peur, mal, mais toutes ont décidé de se battre en ramant. De toute façon, parler du cancer, ça ne fait pas venir le cancer. Parler des choses tristes, ça ne veut pas dire forcément qu'on va mourir. C'est pas, mais c'est montrer que malgré l'adversité, malgré la maladie, malgré les traitements, oui, la vie continue. Le Dragon Boat aide leur corps à se reconstruire, se remuscler. En pagayant, elles évitent les lymphodèmes du bras, prennent l'air, le vent et recommencent à voir la vie du bon côté. C'est pas la fin du monde, on se bat pour s'en sortir. Moi, j'allais pas prendre ma chimio, j'allais prendre ma potion magique pour justement, je disais, comme Astérix et Obélix, voilà. Quelques coups de tambour suffisent à donner le rythme. Le cœur fait le reste. Au quotidien, toutes protègent leurs proches. Elles ont peur de gêner avec la maladie, alors elles se taisent. À bord, elles savent qu'on comprendra leur jour sans, leur baisse de morale. Donc on aura aussi, je pense à Michel, on aura une petite pensée pour elle, une coéquipière qui n'est plus là. Mais voilà, on fera ce beau voyage vers Venise et vers le sport. Et vers la liberté en fait de renaître aussi d'une certaine façon. En mai, les Roses Esquelles partiront donc pour Venise participer à la Vogalonga. Elles ont déjà le sourire, la musique, ne manque qu'un peu d'argent pour le voyage, mais elles ont déjà vaincu de bien plus féroces dragons. L'activité physique, vous voyez, on y revient toujours avec ces femmes. Vous confirmez que dans le cas des cancers du sein, c'est extrêmement profitable une activité comme celle-ci? Oui, il y a des résultats exceptionnels. Il y a 50% de moins de récidives de cancer du sein chez les femmes qui poursuivent une activité physique lorsqu'elles sont en rémission. Ça, c'est un exemple. Et puis, on voit surtout cette ambiance. Ça crée en plus des liens sociaux. Et en 2 mots, je me rappelle d'une patiente, puisque dans notre service, on fait faire l'activité physique aussi, qui m'avait dit que l'activité physique, c'est une bonne fatigue. La chimiothérapie, c'est une mauvaise fatigue. Et elle avait tout compris. L'activité physique, c'est une bonne fatigue.
Voilà. Donc un concert solidaire, un spectacle solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Marc Noury, sur la programmation? Est-ce que vous mettez en avant des jeunes artistes? Ça vous tient à cœur? En général, on met des jeunes artistes, d'ailleurs qu'on a souvent sélectionnés dans une autre manifestation qu'on appelle Trampolino. Là, cette année, il y a 2 artistes qui viennent du Trampolino, qui est un espèce de concours de la chanson et de l'humour. Nous aurons Martin Luminet et Joris Fistolet dans Sur les mains, qui composent des chansons tout à fait intimistes et au piano. Et nous aurons également Élastique et Françoise Rochet, là, qui sont dans l'humour façon un peu de Chaplin et dans l'équilibrisme et le jonglage. Nous aurons également le magicien Michel Fage, là, qui est un petit peu plus connu, même très connu d'ailleurs, puisqu'il a remporté les Mandrakes d'Or récemment. Nous aurons Bubble, je ne sais plus exactement son nom, je m'excuse, j'ai le programme devant moi, mais je bafouille, je suis désolé, qui fait un spectacle féerique avec des bulles de savon, et également Philippe Roche, lui, qui nous vient de Marseille, et qui fait un spectacle d'imitation, de chant et d'humour, et qui viendra clôturer la manifestation. Donc une programmation très éclectique, mais comme vraiment pour vous, les jeunes, c'est vraiment essentiel. Oui, on essaye c'est un tremplin, c'est une promotion, et on espère qu'ils vont aller loin. On a des artistes cessonnais comme les frères Chex qui sont passés chez nous et qui après ont fait une grande carrière, on va dire. Merci beaucoup, Marc Noury. Donc rendez-vous est pris 2 et 3 février à la salle du Ponant à Passy. Alors pour le s'inscrire, Musicomino. il faut taper Club Hervé Spectacle et vous avez tout de suite le site de Rennes qui s'affiche et vous prenez vos places par Internet. Et comme il n'en reste plus que 40, il va falloir se dépêcher pour le samedi et on vous mettra les places à disposition il fait un bon sur place. teasing, vous avez remarqué, il est pas mal. Voilà. Alors, on parlait de tremplin, merci beaucoup. On parlait de tremplin à l'instant. Loïc, vous avez commencé à faire des films sur Lyon en tant que chef opérateur. Parce qu'à la base, en fait, vous n'aviez pas envie de diriger des comédiens. Ouais, alors en fait, j'étais renfort sur Lyon pour apprendre un peu les tournages et j'étais tombé sur des comédiens assez bizarres qui étaient très imbus d'eux-mêmes et qui m'ont pas du tout donné envie de travailler avec des comédiens. Et j'avais découvert le métier de chef opérateur où je me dis, en fait, il y a une part artistique dans un film, mais en même temps, on n'a pas forcément affaire aux comédiens. Donc je me suis dit, bon, je vais aller là-dedans, comme ça au moins, c'est... Et finalement... jusqu'à ce que vous rencontriez des comédiens sympas. Et là, ça a tout changé. Il y en avait. Et là, je me suis dit, mais révélation totale, il y a des comédiens sympas. Et donc après, je me suis rendu compte que l'image n'était pas le plus important dans un film, c'était surtout les comédiens et le scénario. Et donc voilà, j'ai changé de poste, quoi. Alors vous avez commencé par faire des courts-métrages, un peu comme le parcours classique, avec des très très jolies références. Her Name is Crazy en 2012, vous avez fait On mangera des fleurs, entre parenthèses, pieds nus sur des orties. C'est toujours un univers sensible et poétique qui vous touche, qui vous parle. Ouais, en fait, j'aime bien les dialogues surtout. Je pense que ça aide à créer l'univers poétique, mais j'aime bien avoir des dialogues assez pas communs, quoi. Les gens ne parlent pas comme dans la vraie vie, parce que justement, s'ils parlaient comme dans la vraie vie, c'est moins intéressant, quoi. Donc j'aime bien avoir ces dialogues un peu bizarres hors du temps. Un peu décalé. Ça, c'est votre patte aussi. Oui, voilà. Bon. Alors, vous avez monté votre propre société de production, Filmarium. Pourquoi ? En fait, vous en aviez marre de prendre des râteaux par les grosses sociétés de production, c'est ça ? En fait, j'avais pris l'habitude par les courts-métrages où on les avait autoproduits et sans avoir vraiment de société. Et ensuite, en parallèle, je fais de la publicité aussi, donc je commence à avoir des contrats plus gros. Et j'avais passé 2 ans et demi à démarcher un scénario de long-métrage, le scénario de Her Name is Crazy. Et on était tombé sur plein de sociétés de production quand on avait des réponses qui nous ont fait perdre 2 ans et demi finalement. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais écrire un film en fonction ce qui coûte pas cher et que je puisse le faire avec une société. Et puis dans le chemin, j'ai rencontré Xavier Pledge, qui est le coproducteur du film, avec sa société Pixide. Et il s'est produit la même chose après pour la distribution. Finalement, on s'est confronté à des murs. Et puis après, sur le chemin, on a rencontré Pierre, qui a une société T-Prod Distribution. Et donc, à chaque fois, c'était comme ça. Une fois qu'on a lancé la machine, il y a des gens qui se raccrochent au wagon, quoi. C'est pas étonnant parce que c'est un très beau film, Les Étoiles restantes, justement. Alors on va en parler. Il sort le 7 mars en salle. On va découvrir la bande-annonce dans quelques instants. Vous nous donnez un petit pitch de l'histoire ? Ouais, alors c'est un trentenaire paumé dans sa vie qui décide de se lancer dans la vie active, qui a tardé à terminer ses études, et son père Patrick qui a atteint d'un cancer et qui décide d'arrêter sa chimiothérapie. Et les deux vont faire la rencontre d'une jeune prostituée soignante qui s'appelle Manon, qui soigne les gens avec son corps, et qui va faire un peu le lien avec les deux, parce qu'ils arrivent à se parler, mais pas forcément à se comprendre. Et voilà, jusqu'ici, tout va mal. Mais après, il y a le colloque d'Alexandre qui est complètement barré, qui a toute une trame comédie où on se marre aussi. Et donc, on a essayé de faire un film à la fois touchant et drôle, quoi.
Eh bien écoutez, on va juger sur pièce tout de suite avec la bande-annonce du film. Bonjour, je suis Monsieur Jardin, bonjour. Vous avez un rendez-vous, bonjour. Entre la fin de vos études et aujourd'hui, il y a un trou de 2 ans. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? J'avais les histoires d'amour, ça compte pas dans l'expérience, alors que franchement, c'est un travail à plein temps d'aimer une femme. Hein. Quand tu prends la peine de t'engueuler avec quelqu'un, c'est qu'il y a de l'amour quelque part. Quand on se réconcilie avec ta mère... Ah, arrête papa, ça va. Écoute, ça va. En fait, en ce moment, j'écris une méthode pour réussir sa vie. Du coup, je serai riche dans pas longtemps. Ça vous arrive souvent de draguer au supermarché? Non, moi je... D'accord. D'accord de quoi? Bah, vous allez m'inviter à prendre un café et je dis d'accord. Moi, je répare les gens. Genre ostéo ou... Genre pute. Manon, enchantée. Vous êtes ostéo? Ouais. Ouais. Tu sais, quand on écoute la mer dans un coquillage, bah, en fait, c'est notre corps qu'on entend. Alors je me dis qu'on doit pas entendre tous la même mer. Pourquoi je suis comme ça? Il y a des cours sur la vie que j'ai ratés ou quoi? Non. Bah si, il y a quelque chose qu'on m'a pas dit pour que je galère comme ça tout le temps, là. C'est quoi ce bordel? Comment t'as su ce qu'il fallait faire, toi? J'ai fait, c'est tout. Mais tu sais, fiston, hein, une vie, c'est long. On dit souvent le contraire, mais c'est des conneries. Une vie, c'est long. Je vends des nuages. Tu pourrais peut-être m'en acheter un. Ça sert à quoi? Un, ça sert à rien. Mais si t'en achètes 2, tu pourras faire de la pluie. C'est une bonne idée, ça, faire de la pluie. Alors, vous avez écrit ce film dans l'idée de le produire vous-même, finalement. Vous avez été au début très, très attentif au coût de production. Et puis, en cours de route, donc, vous avez trouvé ce coproducteur. Est-ce que ça a changé votre façon d'envisager le film? Non, parce qu'on avait déjà commencé à enclencher le tournage, donc lui, ça lui a plu. Je lui ai montré les premières images, en fait, c'est ça qu'il a décidé très rapidement, et il s'est joint. Et la condition, c'était de mettre de l'argent propre, parce que je voulais pas attendre les aides, et ça, c'est le problème de beaucoup de producteurs qui attendent de l'argent de l'État. Et lui, c'est aussi un fou, donc il a mis de l'argent propre pour vite rejoindre le film, parce qu'il croyait au film. Parce qu'il y croyait. Il y croit toujours, d'ailleurs. Ouais, j'imagine bien. En fait, ils communiquent mal, les acteurs. Enfin, ils ont du mal. Est-ce que c'est un peu le paradoxe de notre époque? Ça dialogue beaucoup, mais on communique mal. Ouais, je pense que oui, on croit qu'on est proche des gens parce qu'on leur écrit plein de messages entre Facebook, SMS, tout ça, et finalement, je pense qu'on oublie même juste une question de est-ce que tu es heureux. Je pense qu'on ne la pose pas souvent finalement aux gens qu'on aime. On dit souvent salut, ça va, mais l'important c'est quand même est-ce que quelqu'un est heureux. Je trouve ça hyper important et on la pose pas souvent. Et c'est même bizarre de poser cette question maintenant quand je trouve ça intéressant de se parler beaucoup et finalement pas aller au fond. Est-ce qu'on peut parler presque de film générationnel? Est-ce que vous l'avez imaginé un peu comme ça? Alors, au début, je ne l'avais pas imaginé comme ça. J'avais raconté, c'était assez personnel, l'histoire du père malade et de son fils. Et finalement, il y a des critiques là qui tombent parce qu'on est en train de faire des projections presse et on parle beaucoup de films générationnels. Et donc, cette idée-là me plaît bien. Je pense qu'au début, j'avais pas, c'était pas vraiment dans l'idée. Enfin, je voulais plus raconter ce film, cette relation père-fils. Et finalement, on se retrouve, en fait, dans les festivals, on a eu des festivals avec un public plus ou moins vieux. Il y avait des jeunes des fois et des plus vieux. Et on a eu des retours assez similaires dans ces deux tranches d'âge. Et donc ça me touche. Ouais, je trouve ça hyper sympa, quoi. Est-ce qu'il y a un peu d'autobiographie dans ce film? Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Et après, je me suis inspiré aussi de la vie des gens qui m'entouraient, que j'ai modifié, j'ai romancé pour pas qu'ils se reconnaissent surtout. Et voilà. Vous avez déjà eu 3 prix avant même la sortie en salle. Ça vous a étonné, surpris? Ouais, on était contents. En fait, c'est surtout quand on fait un film indépendant comme ça, avec un petit budget, sans tête d'affiche, on se dit, bon, voilà, on a fait un film entre copains, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les premiers festivals, ça a été déjà une reconnaissance en se disant, bon, au moins, il y a une partie du milieu professionnel qui reconnaissent le film. Et quand on a commencé à prendre des prix avec en face de films beaucoup plus gros, là, c'est un peu, c'est un petit coup de tampon, vous avez fait un vrai film qui plaît. Donc, ça, c'était une reconnaissance du milieu professionnel qui nous a vachement plu. Et après, les retours publics aussi, on a eu un prix du public. Donc, c'était pour nous super, quoi. Professeur Carré, je vous vois regarder Loïc avec beaucoup d'admiration dans les yeux. Ça vous touche, un film comme celui-ci? Ah oui, c'est un beau film tel qu'on a pu le juger. Puis c'est vrai que cette relation père-fils, la génération qui change, la maladie, il y a plein de choses à dire. Et moi, je suis admiratif déjà parce que faut avoir des idées comme ça et puis la volonté de les mettre en route, les mettre en place, c'est formidable, moi, je trouve.
Merci. Oui. Marc Nourry, vous qui aimez soutenir les jeunes. Ah oui, moi je irai le voir, hein, c'est sûr. Ça me donne envie. Merci. Alors, est-ce que vous êtes tous sensibilisés aux questions liées à l'environnement? J'imagine que oui, parce que forcément, aujourd'hui, c'est incontournable. Eh bien, la question de l'eau, notamment, est au cœur de tous les débats aujourd'hui, en Bretagne comme partout en France. D'ailleurs, la ressource en eau est devenue une question cruciale. On va l'évoquer tout de suite avec Gérard Gruot, directeur de recherche au CNRS et président du Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. Pas facile à dire, mais on y arrive. Il nous rejoint tout de suite. Bonjour Gérard Gruot. Bonjour. Il faut prendre son élan pour donner votre fonction. Oui, tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, 75% des Français, j'ai vu une étude récemment, pensent que l'eau potable existe à l'état naturel. C'est assez étonnant, Oui, la c'est perception étonnant, que les Français peuvent avoir de l'eau. Oui, moi je trouve que ça nous renvoie à la question effectivement de notre lien avec la Terre, la nature et la planète, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est très éloigné en fait de l'eau, du temps qu'il fait, des sols, etc. Et aujourd'hui, avec le changement climatique qui s'annonce, eh bien, on est brutalement ramené à se rendre compte qu'on est dépendant de beaucoup de ressources naturelles qu'on a relativement dégradées à travers nos activités. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Oui, alors c'est un enjeu à la fois politique, scientifique. Le centre que vous dirigez fait le lien justement entre ces deux univers qui ne sont pas forcément conciliables, on va dire, ou en tout cas se parlent mal, pour reprendre l'idée du film de Loïc. Il s'agit justement, face à ces enjeux, de recréer du lien entre des pans de la société qui se sont relativement éloignés les uns des autres. Et je dirais même qu'au sein du monde scientifique, il y a des disciplines qui sont relativement séparées les unes des autres. On pense aux sciences humaines et sociales, et si vous allez à la physique, par exemple, c'est des domaines qui sont très cloisonnés, quoi. Et donc aujourd'hui, on est vraiment amené à recréer du lien au sein de la société pour pouvoir avoir une approche de ces enjeux face à nous dans le changement climatique. Alors l'idée c'est quoi? C'est que les chercheurs se saisissent des réalités des acteurs de l'eau, que les acteurs de l'eau aient accès, eux, aux résultats des recherches scientifiques, c'est ça? C'est exactement ça. C'est donc créer une plateforme d'échange où chacun s'écoute, où les décideurs, les politiques, effectivement, considèrent que la science a des choses à apporter pour éclairer leurs décisions, et où les scientifiques écoutent aussi les politiques dans leurs demandes, ce qui est des choses qui ne se font pas trop. Alors, sur quel sujet on a envie de vous poser cette question? Les chercheurs sont mobilisés. Est-ce que c'est quoi? La pénurie en eau, par exemple? Je dirais que la pénurie en eau, aujourd'hui, c'est peut-être un peu bizarre de parler de sécheresse. On a l'impression qu'il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Il faut le dire. Non, mais donc on est plus face à une dérégulation. Vous voyez, il y a 6 mois, on était en pénurie d'eau en Bretagne. On sortait de 16 mois consécutifs où on était en tension sur la ressource en eau. Depuis 2 mois, il pleut énormément. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est un climat qui crée dont la variabilité va augmenter. Donc on va avoir à gérer dans le futur, vous voyez, des passages entre, comme on voit sur vos images, entre des réserves en eau quasiment à sec, et puis des crues brutales, quoi. Donc, il y a des risques vraiment en Bretagne de pénurie d'eau? Absolument. Je veux dire, c'est pas qu'en Bretagne, mais vous voyez là, aujourd'hui, on a de l'eau, mais on sent aussi que les températures sont relativement douces. Ça veut dire que la végétation va repartir très rapidement. La végétation, elle pompe l'eau. Donc il n'est pas du tout exclu que dans 6-8 mois, on se retrouve exactement dans la situation à laquelle on était il y a 6 mois. Alors, vous travaillez, vous, sur les questions de réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cet effet? Eh bien, à cet effet, on a l'évidence qu'au niveau mondial, on est maintenant sur des réchauffements de l'ordre de 1,5 degré, depuis 1 degré, depuis la fin le début du XXe siècle. En Bretagne, on est à peu près sur les mêmes augmentations. Les prédictions des modèles climatiques, si rien ne change dans nos façons de gérer l'énergie, etc., on va vers du plus 2, plus 4 degrés vers 2100. À des vitesses, ce qui est important de considérer, c'est que c'est déjà arrivé dans le passé de l'histoire de la Terre, il y a eu des changements de température comme ça, mais les vitesses à laquelle ça se produit, c'est jamais arrivé. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est la grosse inconnue. Donc il est important que, effectivement, toutes les pans de la société se saisissent de ces enjeux face à nous, parce que c'est des enjeux extrêmement complexes qu'il va falloir collectivement gérer. Alors, les algues vertes, c'est aussi un sujet brûlant. On est en Bretagne, on en a tous entendu parler et vu. Vous êtes associé au tout nouveau plan de lutte contre les algues vertes, mais de quelle façon?
La façon, c'est effectivement là aussi, c'est d'accompagner les politiques publiques, c'est d'aider le décideur, le politique, à éclairer ses décisions. Là actuellement, il y a un de vos intervenants futurs qui s'installe dans le bio, hein, si j'ai bien compris. Eh bien, les mutations en agriculture, hein, on est évident que le système agricole breton doit évoluer. Hein, il faut l'accompagner dans ces évolutions, dans un marché mondial compétitif. Donc notre rôle, il y a des économistes au sein du CRECEF donc, qui est de réfléchir à la façon d'accompagner les mutations de l'agriculture, par exemple. Voilà. Comment on se place en Bretagne? Est-ce qu'on a réagi à temps face à la question de l'eau? Est-ce qu'on est un peu en retard? Dites-nous tout. Allez, avouez. Eh ben, je vous avoue que les algues vertes ont eu quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'elles ont fait prendre conscience aux citoyens, aux élus, aux associations qui avaient un problème effectivement de qualité d'eau, de surpression, on va dire, sur la qualité d'eau en Bretagne. Ce qui fait que ce problème a été saisi en Bretagne il y a une trentaine d'années maintenant. Hein, le CRECEF est une création de la région Bretagne qui procède de cette prise de conscience. Il y a d'autres régions dans le monde, ou en France même, en Beauce, où tout d'un coup ils s'aperçoivent que leurs nappes sont hyper polluées et qu'ils ont un problème maintenant de ressources en eau potable pour alimenter des grandes métropoles comme Paris. Hein. Et ils découvrent ce problème parce qu'effectivement, ils n'ont pas les algues vertes qui sont la manifestation visible du fait qu'on n'a pas un développement durable sur notre planète aujourd'hui. Hein. Et nous, d'un mal, on fait un bien, une prise de conscience. Ouais, une synergie positive voilà, qu'on doit aux Bretons et à leur réactivité absolument. Et à leur sensibilité à l'environnement. Absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous autres? Moi, je me demande si un jour on pourra se rebaigner dans nos rivières. Parce qu'à chaque fois qu'on me dit que c'est pas possible parce qu'il y a des problèmes de pollution, on m'a dit que le Scorff, on pouvait déjà retrouver du saumon. Oui, tout à fait. Donc vous êtes optimiste sur cette question? Je suis optimiste sur les trajectoires. Hein. On est effectivement lié à cette prise de conscience. On est vers une amélioration. Je suis un peu moins optimiste. Je dirais qu'il faut s'inquiéter justement du réchauffement climatique qui bouleverse les écosystèmes. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on a des niveaux d'eau extrêmement faibles l'été, comme on a eu cet été, là, par exemple, sur la qualité des eaux, sur la qualité des écosystèmes. Donc, encore une fois, on a une évolution positive dans notre prise de conscience, dans nos actions, mais il y a cette grande menace qui pèse sur nous et sur laquelle on doit maintenant se mobiliser. Je vous propose de passer des rivières à la mer. On va maintenant prendre un bon bol d'air. On va aller sur l'île de Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, une découverte signée Catherine Basile et Fabrice Leroy. C'est un archipel de 87 îlots, une pépite de pierre sculptée par les vents et les tempêtes au nord des Côtes-d'Armor. Dès la fin du 19e siècle, ces paysages sauvages attirent artistes et visiteurs. À l'abri du vacarme du monde, l'île de Bréhat bâtit sa réputation de petit coin de paradis. La Paimpolaise, c'est la première vedette en bois à avoir transporté des passagers jusqu'à l'archipel. Construit en 1961, le bateau a assuré ce service jusqu'en 1974. Depuis 2 ans, Goulven Simon et son père Bruno font revivre ce patrimoine maritime de l'île. Ça rappelle un peu aussi l'histoire de l'île. C'est quand même plus d'une dizaine de vedettes en bois. Donc, là, on a la Paimpolaise, la Fauvette et bientôt aussi le bateau de charge, la Mylène. Goulven promène à travers ce chapelet d'îlots tous ceux qui ont envie de l'aider à restaurer la Paimpolaise. Huile de coude contre découverte. Il y a tellement de beaux paysages, même quand la mer elle est mauvaise, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne s'en lasse pas, quoi. Je ne sais même pas comment le décrire parce que c'est une carte postale qui change au quotidien et c'est ça qui me fait que je reste un peu sur cette île-là. Hier, comme aujourd'hui, Bréhat s'explore en bateau, à pied, à vélo. Les voitures y sont interdites. Seuls, quelques tracteurs sillonnent l'île. Le calme, la paix, le silence, c'est ce que viennent chercher ici des milliers de promeneurs depuis des décennies. Laurence et Charles Blasco sont tombés sous le charme il y a 25 ans. Ils ne voulaient plus vivre dans une grande ville. Lui travaillait dans l'informatique
Elle était comptable. Tous les deux ont fait de l'île aux fleurs leur terrain de jeu botanique. Ils cultivent des centaines de variétés exotiques, une palette de couleurs en harmonie avec ces lumières de Bréa qu'ils aiment tant. Le ciel est vraiment changeant tout le temps, on a plusieurs temps dans la même journée, les intensités lumineuses, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Les rochers, les contrastes, la mer à marée basse, c'est vraiment un spectacle assez lunaire. Enfin, ces couleurs de Bretagne qui sont si fortes sont vraiment très ressenties ici à Bréa. On est vite tombé amoureux de ces paysages un peu hors du temps, quoi. Il faut venir, hein, c'est indescriptible. Même lorsqu'on voyage, on est parti dans des pays magnifiques. Quand on revient à Bréa, on se dit c'est quand même le plus bel endroit du monde, quoi. Et il n'est pas le seul à le dire. Bréa est un lieu magique de la Bretagne Nord, impossible à oublier. L'été, sa renommée pourrait même presque porter ombrage à sa beauté légendaire. Images sublimes qui ont fait réagir Monsieur O ce matin, Gérard Gruau. Oui, donc la qualité, la beauté des images parle d'elle-même sur le soin qu'on doit apporter à notre planète, notre environnement. Et avec mon voisin, on parlait du soin à apporter à notre corps à travers le sport. Prendre soin de soi, mais il faut aussi prendre soin effectivement de l'environnement dans lequel on vit. C'est intimement lié en fait. Si on prend aussi aujourd'hui pas bien soin de nous, parce qu'on ne prend pas bien soin de notre environnement, en fait. Il y a du lien ce matin entre vous tous. Et donc, c'est ça. Donc, le lien, on le fait. Et puis, les intergénérationnels, je pense que ça rejoint aussi ça, clairement, puisqu'il y a les anciens qui ont du savoir, de la sagesse, et aujourd'hui, on les oublie complètement. Et puis, je pense que l'écologie, c'est quand même notre héritage à notre génération. Enfin, la prise de conscience, elle a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est un peu notre combat, notre héritage. Bien sûr, il y a l'ancienne génération qui est là, mais je trouve que c'est vraiment ce qui marque notre génération. Absolument. Là aussi, c'est générationnel. Ouais. Ça pourrait faire partie de votre film. Le prochain, alors peut-être. Alors Loïc Paillard, vous avez tourné une partie de votre film en Bretagne. Où ça exactement? Alors on a tourné à Landéda, à côté de Brest, et je l'ai écrit là-bas aussi, une grande partie. C'est là-bas que vous trouviez l'inspiration? La Bretagne vous inspire? Je viens souvent en Bretagne. En fait, toute une partie de l'équipe est à moitié bretonne. Donc, on a plusieurs maisons qui me prêtent gentiment. Et donc, on va très souvent en Bretagne. Déjà, on passe tous nos jours de l'an en Bretagne. On y va plusieurs fois par an pour déconnecter un peu. Et il y a une partie du montage du film qui a été fait à Rennes aussi. Je suis resté 5 jours ici pour monter le film aussi. Bon, alors écoutez, je vous propose qu'on continue de parler des étoiles restantes en accueillant 2 autres étoiles. Ce sont vos comédiens principaux, Camille Clarisse et Benoît Chauvin, qui nous font le plaisir de nous rejoindre sur le plateau ce matin. Bonjour Camille, bonjour Benoît, bienvenue à tous les deux. Il s'est dit plein de choses déjà sur le plateau là depuis ce matin. Ah oui. Du lien, on fait le lien entre tout le monde. Et il y a vraiment des questions de génération. Vous êtes les héros du film Les Étoiles Restantes. Vous venez, vous Benoît, de l'univers du théâtre à l'origine. Un petit peu. Ouais. Oui. C'est souvent, c'est la porte d'entrée de ce métier-là. Ouais. Enfin, j'ai commencé par prendre des cours d'art dramatique. Donc oui, on est sur une scène, on apprend les classiques du théâtre français, oui. C'est votre premier rôle là sur un long métrage? C'est le premier rôle sur un long métrage. Ça met un peu de pression quand même. Ah oui, ça met la pression, ouais. Ouais, j'ai eu la pression, effectivement. Loïc, on avait réalisé un court-métrage, il avait réalisé un court-métrage qu'on avait fait ensemble, les Orties. Et après, c'était un peu dans la foulée, quelques mois après, il a décidé de faire Les Étoiles Restantes. Il a dit, c'est bon, tu fais le rôle. Et là effectivement, j'ai eu une grosse pression. Et je me disais, merde, tu fais le rôle. L'autre, on était parti 10 jours, et puis boum, tu vas faire un long métrage. Bon, c'était un peu... c'était un défi. Une grosse responsabilité. Ouais. Et c'est... Ça s'est bien passé. Ça s'est finalement bien passé. Ça s'est finalement bien passé. Après, je me suis détendu. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le personnage de Simon? Qu'est-ce qui vous a parlé, touché? Alors, le personnage d'Alexandre, je pense. Parce que Simon, c'est vraiment un personnage que je n'aime pas du tout. Donc, je lui ai dit, je ne jouerai pas Simon. Il m'a dit, ok, d'accord, joue Alexandre. Alexandre, pardon. Qu'est-ce qui m'a séduit dans Alexandre?
c'est un portrait d'un personnage que je trouve... il y a beaucoup de gens qui... comment dire, c'est un archétype. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cette situation-là. C'est ce qu'on vit tous un petit peu. Souvent, la difficulté de savoir qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, quel métier on va faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu galéré sur ces questions-là. La question de la maladie aussi, c'est quelque chose qu'on affronte malheureusement à un moment de sa vie. Tous, on a toujours un proche. Enfin, c'est un personnage qui vit des choses fortes et dans lesquelles beaucoup de gens peuvent s'identifier, je pense. Oui, certainement. Oui, on le voit. C'est vraiment un film très, très fort et concernant. Alors Camille, je me tourne vers vous. Manon est une jeune femme qui répare les gens. C'est une jolie expression. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous jouez ce personnage ? Parce que réparer les gens, quand on est une prostituée, c'est... C'est un personnage qui m'aime beaucoup parce qu'elle sort complètement justement des clichés. Elle se défait complètement des normes. Et elle fait ce qu'elle pense être la meilleure manière de soigner. Et en fait, je crois qu'elle se soigne aussi. En soignant les autres et Alexandre et son père dans cette histoire. Alors, on a le sentiment que les personnages féminins, ils sont plus à l'aise dans ce film que les personnages masculins. C'est volontaire de votre part, Loïc ? C'est souvent, en fait, finalement. Je sais pas pourquoi, mais les personnages féminins sont plus à l'aise et souvent sont salvateurs dans les films, même dans mes précédents courts-métrages. Donc... je pense que les femmes se débrouillent mieux dans la vie, voilà. C'est pas Camille qui va nier la chose. Vous pensez que pour vous le film il porte quel message, Camille ? Je pense qu'il raconte très bien comme ce que c'est que de boiter et de faire des rencontres qui n'aident pas forcément à arrêter d'avoir mal à la jambe, mais qui permettent de bien traverser la route, quoi. Et jolie image. Voilà. Vous êtes bretons tous les deux ? Breton, d'adoption ou de cœur ? J'ai beaucoup d'origine bretonne. Ouais. Mes deux grands-parents, mes 4 grands-parents de chaque côté étaient en Bretagne, ont des maisons en Bretagne. Enfin, j'allais en Bretagne tout le temps quand j'étais enfant. Je passais tous mes étés en Bretagne. J'ai grandi en région parisienne. Mais du coup, oui, je connais bien la Bretagne. Et ça avait du sens pour vous de tourner ici, en particulier un film comme celui-ci, qui porte un message quand même très, très fort. Moi, c'est tout pareil que Benoît. J'ai passé toutes mes vacances en Bretagne depuis que je suis petite. Et oui, je pense que se rapprocher de la mer pour raconter ce genre d'histoire, c'est important. Puis il y a une ambiance particulière en Bretagne, quand même, la lumière, on l'a entendu dans le reportage. La lumière, il y a un côté, il y a une mélancolie poétique. Déjà à l'écriture, c'est pour ça que je suis allé ici, mais au tournage, je pense que ça se ressent, l'ambiance bretonne, ça aide pour un film comme ça, je pense. Alors Loïc, la distribution en salle du film Les Étoiles Restantes qui va sortir le 7 mars se fait sur un mode assez peu courant. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, en fait, on est cohérent avec le film qui a été fait de manière hyper artisanale. Là, pareil, la distribution, elle va être faite de manière artisanale. Elle a commencé à être déjà. Donc, on va voir chaque salle indépendante en leur parlant du film, en faisant un travail de fond, en parlant beaucoup plus d'artistique que de commercial. Et voilà, c'est difficile parce qu'en face, on a des grosses machines quand même. Donc, nous, on est tout petits. Mais en même temps, on a la chance d'avoir une bonne presse déjà, donc on commence à avoir des retours presse qui sont bons, donc déjà ça nous aide. Les festivals, ça nous a vachement aidé aussi. Et donc maintenant, c'est plus un travail humain, d'aller voir l'humain, parce que les exploitants, c'est quand même des personnes qui adorent le cinéma, donc on leur parle du film en leur parlant d'artistique avant toute chose. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc on est content quand même de voir ce côté-là du cinéma qui est plus humain que commercial, même si parfois on peut penser le contraire, quoi. Des étoiles qui ne risquent pas d'être filantes de votre côté, ça c'est certain. Très beau. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce film qui est vraiment magnifique. Vous restez avec nous. Avant d'accueillir notre invité qui va nous parler de fromage, on va partir direction l'abbaye de Timadoc, située à Bréant dans le Morbihan, où depuis 1871, des moines affinent eux-mêmes leur fromage. Un reportage signé Jérémy Armand et Morgane Trégouette.
clameur infinie s'élève de l'abbaye, un cri qui résonne depuis plus d'un siècle et demi. Entre la prière et le silence, le travail du fromage rythme la vie de ces moines. Avec une recette transmise par leurs frères de l'abbaye de Port-du-Salut, le trappe de Timadoc, le plus ancien fromage affiné de Bretagne. On l'obtient un peu comme le levain dans le pain, en frottant les fromages plus anciens dans de l'eau claire. On va récupérer des milliards de bactéries qui serviront à ensemencer les futurs fromages. Sur décision de l'abbé, frère Emmanuel Marie s'occupe de la fromagerie depuis 10 ans. Le travail manuel, une valeur cardinale pour cette communauté qui appartient à l'ordre de Cîteaux. Ces moines ont choisi de consacrer leur vie au service de Dieu, un engagement que vient d'embrasser frère Yves. À 24 ans, le jeune homme originaire de Saint-Malo vient de prononcer ses premiers vœux pour 1 an. C'est donner toute ma vie pour servir le Seigneur. C'est par la prière et aussi par le travail. Je fais ce pourquoi je suis fait. Et c'est pour moi une source de bonheur, d'épanouissement. Un renfort bienvenu, car l'abbaye de Timadoc connaît une crise des vocations. Une vingtaine de moines aujourd'hui contre une cinquantaine dans les années 70, alors que dans le même temps, la production a doublé. 100 tonnes de fromage par an, avec en majorité ce petit nouveau affiné à la liqueur de noix, le timanois. Une recette confiée par les sœurs d'Échourgnac en Dordogne. Il est temps de mettre en lumière, comme nous le faisons chaque semaine, un Breton en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. On reçoit tout de suite Camille Guillot et on va lui demander s'il connaît le trappe de Timadoc. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour. Alors vous, c'est une magnifique histoire qu'on va raconter dans quelques instants. Vous connaissiez le trappe de Timadoc ? Oui, je connais. Ouais. Ah bah, bien sûr. Vous en pensez quoi ? J'ai pas eu l'occasion de le goûter, mais je sais qu'il existe. De nom, vous connaissiez. Alors vous, c'est une magnifique histoire de reconversion. Vous nous arrivez tout droit de la Ria d'Etel. C'est là que vous avez pour projet d'ouvrir une ferme, un élevage de brebis. En brebis laitière, oui. Ouais. Alors pourquoi ? Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Et pourquoi ? Parce que moi, je suis originaire de là-bas. J'habite à Pluvigné, donc une commune qui est juste à côté. Et je suis très attaché à ce territoire qui est aussi magnifique. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée de reprendre une ferme sur le site, j'ai pas hésité longtemps et voilà, le projet a commencé à se monter. Ouais. Alors du coup, ce sera le premier du coin. C'est le premier sur le secteur d'Auray, en termes en brebis laitière et en transformation. Ouais. Donc la ferme, elle est en cours d'acquisition. Oui. Vous faites appel au financement participatif sur la plateforme Kengo pour vous doter de votre cheptel de départ. Parce que il faut bien commencer. Il faut bien commencer avec quelque chose. Ouais. C'est pas facile, forcément. Vous en êtes où là sur le financement de ce projet ? Sur le financement, ce matin, donc, on a un objectif fixé à 7 000 €. Et ce matin, on était à 1 200 €, si je ne me trompe pas. Donc et il reste, c'est jusqu'au 15 mars. Donc il reste 49 jours, voilà. si je ne me trompe. Pourquoi vous avez choisi les brebis, un élevage de brebis ? Pourquoi les brebis ? Pour leur lait, tout d'abord, parce que c'est un lait qui est très intéressant à travailler, qui permet de faire beaucoup de choses, mais également qui est, si on le compare par exemple au lait de vache, qui est moins allergène, qui est plus riche en vitamines, en protéines, et aussi en précurseurs d'oméga 3. Donc qui présente beaucoup d'avantages. Et il y a aussi le fait que sur le secteur d'Auray, il n'existait pas de transformateur en lait de brebis pour l'instant. Alors vous allez proposer quoi ? Quelle gamme de produits, entre guillemets ? Alors, une grosse part de la production, ça va être du yaourt de brebis. Il y a une forte demande sur ce produit. Et aussi du fromage affiné, donc de la tome, comme on a pu voir dans le reportage précédent. Il y a de la concurrence. C'est pas le même produit exactement, mais fromage affiné, du fromage à pâte molle type reblochon, péraille et tout ça. Et également, on aimerait essayer de développer un fromage à pâte persillée, un bleu,
assez typique du Pays d'Auray, quoi. Alors, on trouvera vos produits où? Vous avez déjà commencé à démarcher un petit peu? On a commencé. Alors, la particularité qu'on a, c'est que là, on va s'installer au mois de février. On entrera en production qu'en 2019, parce qu'il faut que les agnelles puissent grandir et commencer à produire. Donc on a commencé à démarcher et les produits seront vendus principalement sur les marchés du Pays d'Auray et également dans les magasins type magasins bio et autres magasins de producteurs aussi. D'accord. Alors vous avez 31 ans, oui. Vous vous apprêtez en gros à faire un immense tournant dans votre vie, à devenir berger et fromager. Ouais. Vous faisiez quoi avant? Moi j'étais ingénieur en écologie avant. Je travaillais en bureau d'études. Et donc dans le domaine de l'eau aussi, comme quoi... Une passerelle avec... Voilà. Et le projet agricole, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et l'opportunité s'est présentée de pouvoir me lancer là-dedans. Et j'ai dit, c'est maintenant que jamais. Et c'est réellement c'est un projet de vie, quoi. C'est plus qu'un métier. Et donc c'est un projet que j'ai commencé à vraiment mûrir il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc j'ai fait des formations, des stages aussi pour me perfectionner. Et ouais, c'est vraiment... On sent que ça vous tient à cœur. Ouais. Mais écoutez, espérons que votre appel ait été entendu ce matin. Donc pour participer à ce beau projet, rendez-vous sur la plateforme kengo.bzh. Ça vous touche un projet comme celui-là? Ah ouais, je trouve ça c'est dingue quand même, bravo, chapeau. Merci. Et puis bonne chance, quoi, vraiment, parce que c'est génial, je trouve ça. Ah voilà, encore une étoile, vous voyez. Ouais. Il l'a su, on a hâte de goûter surtout, sa bonne étoile. Ouais, 2019. On souhaite une belle étoile à tous et à ce film, Les étoiles restantes en salle le 7 mars, un petit peu partout en France. Eh bien, merci à toute l'équipe de ce très très beau film. On ne peut que vous conseiller d'aller le voir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour les best-of, le meilleur moment de l'émission. Et puis jeudi, notre invité fil rouge, ce sera le groupe Santa Cruz. Alors, belle journée à tous. Et puis à jeudi en direct et à demain pour les best-of.